Bonjour Philippe Herzog. Bonjour et merci de m'avoir invité. Mais merci à vous d'être sur le plateau de Xerfi Canal pour nous présenter votre livre de mémoire, qui est un livre absolument passionnant, qui est votre parcours personnel d'une révolution à l'autre. En fait, il y a beaucoup de révolutions dont vous parlez. Et la façon dont vous, depuis les révolutions de mai 68, de la chute du communisme, de la mondialisation, de la grande crise, de la reconstruction éventuelle de l'Europe pour laquelle vous présentez un manifeste et un projet politique, et la façon dont vous avez traversé avec une certaine distance, mais toujours engagé, ce demi-siècle en fait d'engagement. Et on vous voit dans votre enfance, on vous voit dans votre parcours de jeune polytechnicien NSAE à l'INSEE, etc. On voit vos engagements à la direction du Parti communiste qui vous mènent jusqu'à être conseiller de Michel Barnier à la Commission européenne. Et finalement, c'est toute une culture politique que vous avez, et démocratique que vous avez défendue parce que vous étiez toujours distant. En fait, vous avez participé au programme commun de la gauche, mais vous étiez par exemple distant sur certains points. Vous étiez contre les 35 heures plus tard, tout en étant à gauche, etc. Et il y a une forme de continuité chez vous qui naît parce qu'en même temps, le mur de Berlin est tombé, les circonstances ont changé et vous continuez à essayer de défendre vos convictions. Alors d'abord, vous dites que ce livre est une thérapie. Est-ce que c'est vraiment pour ça aussi que vous l'avez écrit ? Oui, c'est pour être vraiment au clair avec moi-même et surtout me montrer capable de transmettre quelque chose de stimulant. En gros, il ne faut surtout pas laisser les jeunes croire qu'une révolution n'est plus à faire ou n'est plus possible. Voilà, c'est mon message finalement. Tout m'amène vers ça. J'ai vécu une époque où on voulait changer le monde. J'étais dans la comptabilité nationale qui était encore à ses débuts. Et de droite et de gauche, avec la comptabilité nationale, on allait changer le monde. Donc on a eu cette période et ça se casse la figure, pas en 68 tout de suite, mais après, enfin dans les années 70-80, où là, et c'est la crise des intellectuels, les Foucault et autres, la débâcle, les maoïstes, c'est la trappe. Certains ont essayé de continuer sur l'Europe. Je pense à Edgar Morin, par exemple. Et moi, j'ai continué tranquillement sur l'Europe, d'autant plus que j'étais eurocommuniste. Alors, pas de chance, l'eurocommunisme, c'est pas réalisé, c'est-à-dire faire tout autre chose que les bolcheviks. Bon, avec le PCI de Berlinguer. Avec le PCI qui était en modèle. avance sur les Français. Et néanmoins, ça n'a pas pu se faire. Et donc, l'Europe est un grand projet parce que c'est un projet approprié à la mondialisation. On est dans la mondialisation. Chaque nation peut y trouver sa place à condition de se remettre en cause, et la France doit se regarder elle-même, elle n'a pas encore trouvé, elle n'a pas encore bien choisi comment se situer dans la mondialisation. Mais en tout cas, nous ne pourrons réussir qu'en réussissant le projet européen. Économiquement, vous avez aimé et même adoré, on peut dire, faire partie de la conception, de la planification à la française pour allouer les ressources, avoir une stratégie économique qui réponde aux exigences du bien commun. Et quand tout ça s'est effondré, vous vous êtes dit, même si c'est plus dur, même si c'est plus compliqué, on va essayer de refaire ça par le projet européen. Et en même temps, on voit un certain nombre de déceptions, d'espoirs, et à chaque fois, ça vous oblige à dialoguer. Vous avez des demi-victoires, vous avez des demi-échecs, vous avez des déceptions. Quel bilan vous en tirez finalement ? Alors, la planification, c'est une question de démocratie. Une société doit être capable de se projeter vers l'avenir pour se réunir. Sinon, elle se désunit. Bon, ça, c'est plus qu'un postulat. Je pense que ça se vérifie de par le monde. Il faut créer l'espérance. Et à l'époque, c'était le plein emploi en France. L'ascenseur social existait. Donc, on avait... Ça se casse la figure. Donc, c'est la démocratie qui prend le haut passage. On n'a pas le temps d'analyser le pourquoi. On a ouvert les vannes aux marchés financiers mondiaux dans les années 80 sans trop réfléchir, etc. Mais donc, aujourd'hui, on en est quand même à une situation où, au fond, on confie notre sort à un homme qui va être candidat à la présidentielle et qui fabrique son programme. Incroyable. À l'époque, quand on voulait créer l'espérance, on avait une programmation publique, on avait des partenaires sociaux impliqués dans le travail de prospective et de planification. La société civile existait. Et maintenant, on en est à une société qui, non, je ne pense pas à mon avenir par moi-même, et je choisis un président qui va amener son programme. Et évidemment, après, il fait 25% au deuxième tour et pas plus. Problème. Il faut voir ça comme un problème démocratique. Donc la question du rebondir, elle est posée. Alors on est maintenant dans la mondialisation, c'est-à-dire on n'a plus un État qui arrive à aménager son territoire, qui a un projet industriel, et l'État a renoncé à planifier. D'ailleurs, l'investissement d'avenir de 2008, où est l'évaluation, où est le prolongement, personne n'en parle. Donc
Parce qu'évidemment, le projet collectif passait par de l'investissement. L'État ne sait plus investir à long terme. Il ne sait plus. Et d'ailleurs, ça se traduit dans des choix politiques. On attend que finalement, ce soit des financiers extérieurs et des multinationales extérieures d'investir en France. Et nous, on est dans la défensive. Donc voilà la situation. Et c'est pas fichu, mais il y a deux... Comment dire, on a parlé de redressement productif. J'aurais pas dû citer parce que j'avais des désaccords avec notre bon ami de Bourguignon là. Mais Montebourg, mais Montebourg n'avait pas tort de dire que dans la mondialisation, il faut essayer de recouvrer une certaine maîtrise de ces choix collectifs, et ça passe par la production et l'emploi. Et ça, on ne parle que de redistribution tous les jours dans le grand débat, on ne parle pas de production-emploi. On ne parle pas d'avoir une stratégie pour le système Non. productif. Et vous dites, elle est en Europe, elle est européenne, mais elle n'est pas de créer des nouveaux Airbus dans tous les domaines, elle est de travailler Elle est pas en sur Europe. les filières, Elle est à faire en Europe. sur les territoires. Elle est à faire en Europe, mais Ouais. on n'en a ni les compétences, ni la volonté, parce que les États ne coopèrent pas. Mhm. Et donc ça se fera en coopération renforcée au départ. Et d'ailleurs, ça commence à venir. Par exemple, quand l'Allemagne récemment, le BDI, patronat, propose à la France et à l'Italie de coopérer pour faire de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il y a objectivement besoin de coopérer pour redresser l'industrie européenne. Mais l'Allemagne, c'est dans son intérêt, puisque elle a une stratégie industrie 4.0 pour l'avenir, et elle a peur des disruptions massives parce que les géants multinationaux chinois et américains vont lui faire la peau si elle ne réagit pas. Et elle se dit, je ne peux pas faire ça tout seul, j'ai besoin d'alliés. Mais où est la France? Mais où est le projet français? Alors, en 3 mots, il faudrait... le problème des compétences est capital. Il faut tourner la France vers ce redressement. Et donc, formation professionnelle continue. Mais même l'amont, on est très mauvais dans les classements. C'est des parkings scolaires qui continuent. Donc, il faut un projet éducatif et de formation tourné vers un nouveau type de développement, de l'investissement de long terme. Autre élément, il faut faire des filières. L'agriculture est un thème. On essaye, je ne dis pas qu'attention, il y a quelques tentatives. Et puis, il faut mettre l'argent là-dessus. Ce n'est pas le moment de supprimer l'impôt sur la fortune. Il faut que l'argent aille à la production et à l'emploi pour reconstituer une base productive. Et donc, ça suppose des outils incitatifs. On ne peut pas exonérer tous les placements financiers. Il y en a des temps qui font encore. Il y en a beaucoup qui ont. C'est de la pure rente, tout autant que l'immobilier, sinon plus. Donc il faut attaquer cette question non pas sous un angle redistributif, mais sous un angle économique fondamental. Comment amener l'épargne à l'investissement productif et humain? Donc ça s'est posé, mais deuxième élément, on ne peut pas faire ça à la mode Jupiter et administrative. Il faut une société civile vivante, il faut faire appel aux porteurs de projets. C'est une grande cause nationale. Ce n'est pas du tout le cas. Et notre président, il a un gros problème avec la société civile. Il est parti beaucoup trop. Il est dans un système jacobin, il ne le remet pas en cause. On connaît ça, Mitterrand avait fait pareil. Ça ne peut pas tenir. Parce que les problèmes des compétences se traitent de façon décentralisée dans les bassins d'emploi et dans les régions. Donc il faut décentraliser. D'autre part, il faut une réforme de l'éducation nationale dont on vient de parler. Et troisième élément, on ne peut pas rester avec des dirigeants qui sont tous sortis de l'ENA ou presque, et qui ne sont pas des gens issus de la diversité de la société civile. Et donc c'est un vrai changement national qui nous permettrait de mieux nous placer dans la mondialisation, ce qu'ont su faire les Allemands, ce qu'ont su faire les Scandinaves. Ils sont petits, oui, mais... Moi, je me souviens du plan finlandais début des années 90, Finlande 2015, collectif, incroyable. Éducation, pareil, sauf qu'après, c'est à la base dans les localités qu'on fait l'éducation, et ils sont les numéros 1. Il faut réfléchir un peu à tout ça. Donc, on n'a pas encore ce qu'il faut, parce que le problème État-société civile n'est pas résolu. Et deuxièmement, notre rapport à l'Europe. Peut-être encore 2 minutes là-dessus. Oui. On approche ça à la française, c'est-à-dire, d'un côté... Emmanuel Macron arrive, pro-européen sincère, aucun doute, mais il me fait penser dans un mode peut-être pas aussi éloquent, mais bon, tradition française. Victor Hugo, dans son temps, c'était à Paris où se forge la pensée du monde. La France, ses élites toujours voulu se projeter vers l'Europe. La France comme leader, comme avant-garde. Bon. Et en même temps, la dépossession populaire.
Ils ne sont pas dans le coup, les citoyens sont largués, et ils se retournent en indifférence, euroscepticisme. On veut rester dans l'Union, mais on est eurosceptique. C'est partout pareil en Europe d'ailleurs, hein, continentale j'entends. Et donc c'est terrible, le rapport de la France à l'Europe n'est pas travaillé. Il faut que les Français puissent, de la base à l'Europe, se réinvestir dans les régions, dans les entreprises. Il faut faire toute une éducation populaire intérieure qui n'est pas dans le projet gouvernemental parce que, de ce point de vue-là, les Gilets jaunes et votre populisme n'ont pas tort. Un écart grave s'est creusé entre des élites dirigeantes et le bas peuple, ou le bon peuple, comme vous voudrez. Et c'est pourquoi, dans une grosse partie de cet ouvrage, la deuxième partie, c'est pour vous un projet politique pour l'Europe réaliste, mais qui commence justement par un manifeste politique qui serait écrit par les citoyens dans chacun des pays. On aura l'occasion d'en reparler dans la suite de cet entretien. Et donc, je renvoie à votre livre également, D'une révolution à l'autre. Et je vous remercie d'être venu sur le plateau de Exarficanal, Philippe Herzog. C'est moi, merci.